Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Les rencontres se multiplient au centre du Mali pour pouvoir stabiliser la zone. Quelle est l'utilité de ces différentes rencontres? Nous parlons de cela au cours de ce débat qui est un partenariat entre Studio Tamani et le programme d'engagement civique PEC financé par l'USAID. Nos invités sont Boubacar Sissé de Tabital Poulakou et Marcelin Guenguéré de Djina Dogon. Je suis Mouhamadou Touré, auditeur et téléspectateur. Bonsoir à tous et bienvenue à ce débat. Le Grand Dialogue. Je le disais, quelle est l'utilité des rencontres au centre du Mali pour pouvoir parvenir à la sécurité dans cette zone? C'est le thème du débat. Et avant de parler de cela, nous allons essayer de voir comment évolue la situation sécuritaire dans cette zone à Mopti, Boubacar Sissé. Bien, bonjour. Je commence d'abord par vous remercier, Studio Tamani, de nous avoir donné l'occasion de nous prononcer sur ces aspects d'actualité. Je commence d'abord par m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu leur vie dans cette histoire. Demander à Dieu de leur accorder sa miséricorde. La situation au centre du Mali, je crois, elle mérite beaucoup plus d'analyse que ce qui se passe aujourd'hui. Bien sûr, c'est un effort que le gouvernement est en train de faire, mais l'approche, parce qu'aujourd'hui, il y a eu une visite du Premier ministre au centre, mais c'est essentiellement la zone exondée. Or, les problèmes majeurs du centre sont dans la zone inondée. Ils sont plus anciens. Et c'est dans le processus de déstabilisation de ce centre, de ce delta pratiquement, que les choses ont évolué vers la périphérie. Parce que le Séno Haïré, c'est une périphérie du delta central. Donc je disais que c'est déjà une très bonne chose que le gouvernement ait mis l'accent sur ça aujourd'hui. Mais si tu regardes l'histoire, le problème du centre, en fait, il est né il y a 100 ans. Ce n'est pas aujourd'hui. Il est né il y a 100 ans. Après la révolte des bobos, des bois, comme on dit en 1916, l'administrateur colonial a décidé de restructurer le Haut-Sénégal-Niger. C'est en ce moment qu'il a été question de déstabiliser le système du delta central. Le delta central couvre le delta intérieur plus la zone sahélienne et la zone de Séno Haïré Koro Bankas. Il y a là un système d'organisation agro-pastorale très ancien, très moderne, plus moderne même que le droit européen type droit justinien, qu'il a fallu que l'on dise qu'il faut l'abattre. Et en ce moment, Terrasson Fougère a pris le 25 novembre 1919 un décret pour supprimer les droits coutumiers. Depuis ce jour-là, jusqu'à l'opération Barkhane, le 23 novembre 2018, il y a eu une succession d'événements qui ont concouru à créer la situation actuelle aujourd'hui. Sinon, le terrorisme récent n'est qu'un élément en plus. Mais nous allons peut-être dans le débat vous indiquer tous ces détails-là. D'accord. Marcelin Guenguéré, le Premier ministre était au centre du Mali. Boubacar Sissé l'a rappelé. La situation s'était stabilisée jusqu'à il y a quelques jours où il y a eu encore une autre attaque. Est-ce que vous pensez que la situation se dégrade davantage ou est-ce qu'elle s'améliore? Merci Studio Tamani. Alors, je rends hommage
Dieu rendre grâce toujours et dire que nous ne pouvons que féliciter un peu les acteurs qui sont actuellement sur le terrain. Parce que l'arrivée du Premier ministre, effectivement, a permis de décanter beaucoup de situations. Mais il reste beaucoup à faire. Et déjà, nous avons remarqué qu'il y a eu quand même de l'accalmie, relativement, parce que nous avons constaté qu'il y a de moins en moins d'attaques et de violences sur les populations de façon massive en tout cas. Et c'est salutaire parce que là, à ce niveau, à un moment donné, il y avait les mouvements armés de la zone qui avaient promis de faire taire un peu les armes. Et ça se constate sur le terrain. Et nous pensons que cette approche doit être davantage consolidée pour que les vrais acteurs soient beaucoup plus devant que certains hommes politiques qui ne cherchent que des profits dans ça. Parce que vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose qui nourrit beaucoup de gens. Est-ce que vous pensez que la situation est centrée aujourd'hui politisée? Justement, il y a des gens qui font tout pour qu'ils soient au cœur de la chose. C'est des hommes politiques, c'est des anciens dinosaures de ce pays qui veulent vraiment chacun toujours continuer à sucer toujours le sang des pauvres innocents qui sont dans le centre. Donc vraiment, il faut laisser les vrais acteurs s'occuper du problème. C'est eux qui ont été instrumentalisés, c'est eux qui doivent reprendre conscience, c'est eux qui doivent se redonner les mains pour dire bon, écoutez, ça suffit. Ça suffit parce que nous en avons assez. C'est eux qui meurent là-bas. Tous ceux qui sont là, les grands qui parlent beaucoup, sont tous hors de la zone. Leurs enfants, leurs femmes, toute la famille est hors de là-bas. Mais ils font tout pour quand même entretenir le conflit sur le terrain. Ce sont les autres qui meurent, mais eux, ils ne font que avoir les gains de cette tragédie qui est sur le terrain. Est-ce que l'État est conscient de cela, selon vous? Bon, l'État, c'est les hommes. Et ceux-là qui sont en train de conseiller les premiers responsables de l'État, c'est eux les faux. Donc, quand eux, ils sont faux, puisque le président de la République et ses proches ne peuvent pas être tout le temps sur le terrain, et ces mêmes proches qui lui rendent compte sont eux-mêmes les acteurs, ils ont les mains dans le sang. Donc, pour la plupart, vous voyez que c'est des faux conseils qu'on donne, c'est des fausses pistes qu'on donne, et du coup, le président et ses hommes ne feront que s'éloigner de la vérité et de s'éloigner de la vraie approche à entreprendre pour atteindre les objectifs qui sont le retour de la paix, la cohésion sociale, le développement du terroir. Donc voilà un peu. Boubacar Cissé, êtes-vous d'accord avec Marcelin quant à la politisation? Oui, bien sûr, je vais même plus loin. En réalité, quand tu examines la question du centre, et même d'une manière générale, la question du centre et du nord, la grande responsabilité, c'est l'État. Et la plus grosse erreur que la République du Mali a eu à faire, c'est le pacte national. Comment? Voilà. En avril 1992, le Mali a signé un pacte national avec les mouvements et rebelles. Lisez l'article 4 du pacte national. Il est dit que pour les groupes armés, je paraphrase, pour les groupes armés, l'Azawad, c'est la région, la 6e, la 7e et la 8e région. Le paragraphe suivant, le gouvernement dit qu'il n'a aucune objection par rapport à cette appellation. Tout le problème du Mali est là. Et tous les autres accords sont fondés sur ça. Mais qu'est-ce que l'Azawad? L'Azawad, au fond, c'est une petite bande de pâturage, de kram-kram, entre Tombouctou et Arawan. 300 à 400 km².
Quel a été l'impact de cette situation sur la situation au centre? Mais ça veut dire qu'en ce moment, aujourd'hui, l'Azawad, ce n'est plus le vrai Azawad, mais c'est l'ensemble des régions du Nord, ce qui n'est pas, c'est pas juste. Est-ce que cela a eu un impact sur la Ça a situation eu au un centre? impact parce qu'aujourd'hui, tu regardes là, ça a eu un impact parce que quand aujourd'hui on dit l'Azawad, c'est l'ensemble du Nord, ce qui n'est pas vrai historiquement. Mais est-ce que le centre est concerné? Le centre est concerné par le premier conflit de l'Azawad. C'est pourquoi je t'ai dit que ces problèmes datent de 1919. Quand Drasan Fougera a supprimé les droits coutumiers, les lois de Sékou Amadou du centre, en 1919, l'Azawad, qui est au-dessus de Gundam, est descendu sur Gundam, chercher les Bourgoutières. Et ça, c'est le premier conflit de l'Azawad en 1920. Et ce conflit s'est élargi de Gundam vers Sumpi. Il y a aussi eu en 1930 un grand conflit meurtrier, Touareg-Peul. On appelle les événements de Farayene et un peu le Bumberatama. Donc, voilà, tout ça là, ça crée énormément de situations qui sont aujourd'hui se retrouvent dans le delta parce que les plaies sont cicatrisées, mais elles ne sont pas guéries. Et quand Marcelin dit qu'il y a certains hommes politiques qui, au lieu de chercher à résoudre la situation au centre du Mali, se nourrissent même de cette situation. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire quand tu regardes, à partir de 2012, qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau du centre, la transhumance était bloquée en 2012. Le Menla fait pression à l'ouest, Moujao fait pression à l'est. Donc le problème s'est posé, comment gérer? Parce qu'il faut nécessairement que les animaux sortent. Et là, les hommes politiques se sont réunis à Mopti. Ça a commencé le 8 mars 2012. Comment faire la transhumance? Est-ce qu'il faut armer les bergers? Est-ce qu'il ne faut pas armer les bergers? Les gens, les politiciens, moi je n'en suis pas un, se sont mis dans ces jeux-là. Et tous les problèmes ont commencé par ça. Et en ce moment que parce que quand tu prends les transhumants, la zone Douanza, Sieno, Bankas, les choses, et l'autre côté, Nampala et consorts, c'est des transhumants dans le delta, des transhumants à l'Ochton, qui ont intégré, qui les MNLA, qui le Moujao, pour apprendre le métier des armes. Le problème a commencé par là en 2012-2013. Et c'est eux qui sont infiltrés dans le delta depuis 2013. Ils ont occupé les parcs bourgoutiers, ils ont occupé tout. Et les politiciens en font un commerce. Je ne veux pas aller dans les détails à ce niveau-là, mais c'est à partir de ça. Donc, à partir de... Je prends l'exemple, l'atelier qui a été organisé en janvier 2016 à Mopti par le ministère de la Réconciliation nationale avec Dina Dogon et Tawital Poulakou. C'est là qu'il y a eu le grand débat. Il y avait deux tendances. Pour certains, la région de Mopti, il n'y a pas de rebelle. Il n'y a pas de rébellion à Mopti en 2016 jusqu'à 2016. Il n'y a pas de rébellion. Donc, Mopti n'a pas besoin de DDR. Pour d'autres, donc Mopti n'a pas besoin de DDR, mais Mopti a besoin du PRE, c'est-à-dire du programme de relance, de reconstruction, de relance économique. Là, il y a DDR, là où il y a des rebelles, il n'y en a pas à Mopti. Mais le ministère a tranché. Il faut nécessairement DDR. Maintenant, quand vous dites qu'il faut DDR à Mopti, il n'y a pas de rebelles. Qu'est-ce qui va se passer? Les milices vont se créer. Et c'est comme ça que c'est né. La première milice, je l'avoue, la première milice est Peul, l'MDP. Après, il y a Umar Al-Janna, on a même fait une émission ici sur Umar Al-Janna. Donc, c'est l'État qui a créé ces conditions-là. Donc, tout ce qui se passe à Danamas et consorts, c'est des milices, ce n'est pas la communauté Dogon ou la communauté Peul, c'est des milices. Parce qu'il y a cette notion de DDR, il y a des fonds qui sont dans ça, et tout, et les fonds de commerce, les politiciens, tout ce que tu veux. Les problèmes ont commencé comme ça en 2016. On peut enchaîner jusqu'à ce qui s'est passé jusqu'en 2018.
Comment ça s'est passé dans la région de Mopti? Bon, le studio n'a pas indiqué pour tous ces détails-là. D'accord. Êtes-vous d'accord avec Boubacar Cissé qui pense que c'est l'État qui a favorisé la création des milices aussi, en mettant en place ce processus DDR qui n'était pas la mesure indiquée selon lui? Bon, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que, effectivement, il a dit que les bergers se sont retrouvés dans les mouvements du Nord pour apprendre le métier des armes. Donc, ces bergers, quand au niveau du Nord, les choses ont commencé à être compliquées, ils sont redescendus maintenant dans le centre. Et dans le centre, ils ont occupé le delta, derrière le fleuve là-bas, et ils ont aussi occupé le Sénot, ou le pays de Gon. Donc, quand ils sont venus, il y a d'autres qui sont effectivement de la zone, mais d'autres, ils sont venus avec d'autres amis qu'ils ont côtoyés là-bas. Donc, ils sont venus envahir le terroir. Et là, quand ils sont venus, Peul comme Dogon étaient ciblés. Toutes les populations qui étaient là-bas étaient véritablement terrorisées. Ouais. Maintenant, on a donné une autre connotation pour dire, bon voilà, il faut que ça soit un truc communautaire, intercommunautaire. Donc, Peul contre Dogon. Ça a été instrumentalisé là aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, quand ceux-ci-là sont venus du Nord, ils ont commencé à s'implanter dans le centre, puisqu'ils étaient bien armés. Alors, les groupes d'autodéfense étaient obligés de se former automatiquement pour repousser, pour résister face. Et c'est comme ça que les chasseurs, eux aussi, ont été organisés rapidement pour pouvoir être l'interface entre les populations qui sont là et ceux-là qui sont venus occuper les terroirs. Donc, maintenant, il y a deux grands groupes qui se sont installés. Le côté Dogon et le côté Peul. Bon, le côté Peul, vous allez trouver, il y a plusieurs groupes, parce que chacun avait un peu son poids, et c'est répondant de l'autre côté, et même à Bamako. Certains politiciens sont leurs bailleurs. Et effectivement, le problème de DDR a contribué à cela. Parce que certains veulent en faire quand même un créneau pour pouvoir absorber le maximum de leurs hommes protégés pour qu'ils intègrent l'armée, la fonction publique et tout ça. Donc c'est un créneau pour certains d'avoir facilement de l'emploi. Et puisque c'est quelque chose qui a été instrumentalisé, même maintenant, moi je ne suis pas du tout d'accord avec cette appellation de DDR. Mais on nous a forcés à rentrer dans ça. Sinon, on ne devrait pas être dans ce créneau de DDR, mais dans un autre créneau qui serait peut-être un développement. Parce qu'on avait surtout besoin d'être préparé à un développement du terroir. Le Nord étant déjà pris en compte dans un processus de l'accord, et il y a tous les moyens qui allaient être mis là-bas. Maintenant, il fallait que le centre s'organise, que l'État et les partenaires voient comment est-ce qu'au niveau du centre, le problème du Nord ne se retrouve pas au centre. Et c'est là en quoi faisant? En occupant les hommes. Les jeunes là, c'est eux qui prennent les armes. Et quand tu prends une arme, c'est parce que tu es désœuvré, tu n'as rien à faire. Sinon, ceux qui sont les fonctionnaires, les ONG, la plupart de ceux qui ont des bons salaires là ne s'intéressent pas à ça. Et tous nos cadres qui sont là, aucun de leurs enfants n'est dans ces milices. Mais pourtant, eux, ils sont consultés, ils sont concertés et ils sont impliqués dedans. Donc, effectivement, je pense que on aurait dû d'abord penser à voir comment est-ce qu'il faut anticiper. Malheureusement, c'est ce qu'on ne fait pas. Et si on ne fait pas attention, le problème va quitter le centre, il va être au sud. Parce que le nord est vers la fin, il a contaminé le centre, et nous sommes allés en train de sortir du problème du centre aussi. Et ceux qui sont là, ils ont déjà cette activité.
Ils vont progresser, puisque quand ils seront coincés dans le centre, le Burkina est en train de mater, le Mali, les milices sont en train de se donner les mains pour identifier les faux hommes qui sont en train de créer le désordre. Et lorsque eux aussi ils se verront coincés au centre aussi, ils vont monter peut-être vers le sud. Déjà, vous voyez que du côté de Tominia, ça a commencé. Et ça a commencé à Koutchala. Et ça va monter jusqu'à Sikasso. Si on prend garde, du côté de la Côte d'Ivoire, les élections de 2020 sont en train de donner déjà ça sent. Donc, ce serait une zone favorable aussi, hein, si on ne fait pas attention. Il faut déjà prendre des dispositions pour éviter que ce phénomène-là se propage sur toute l'étendue du territoire. Et surtout que Bamako aussi est déjà pourri. Il suffit seulement qu'il y ait une occasion pour qu'on sente que la situation à Bamako est plus dangereuse que la situation au centre. Donc vraiment, moi je pense qu'il faut déjà anticiper. Donc ça c'est le rôle de l'État, d'écouter les gens qui sont sur le terrain, d'écouter les vrais acteurs. C'est toujours ce mot-là que j'aime dire. Selon vous, qui sont les vrais acteurs? Les vrais acteurs sont ceux-là qui ont les mains, les doigts sur les gâchettes qui sont en brousse, qui sont déjà répertoriés en tant que groupe armé. Et chaque groupe armé est quand même dirigé par des responsables. Que ces responsables soient identifiés, soient mis ensemble, discuter directement avec ces responsables des vrais problèmes et que ces responsables donnent leur point de vue sur l'approche à entreprendre, sur le schéma à mettre en place pour pouvoir sortir de cette crise-là. Est-ce qu'à travers les vrais acteurs, vous parlez également des djihadistes? Les djihadistes, il y a certains qui ont été obligés d'être avec les djihadistes. Pourtant, ils ne sont pas djihadistes. Il suffit de pouvoir mettre en place le vrai mécanisme pour pouvoir les récupérer. Ils ont envie de se retrouver dans cette vraie forme de milice, mais ils ont été pris en otage par ces djihadistes. Ils ne peuvent dire que le langage de ces djihadistes. Et lorsqu'on va leur donner l'opportunité, ils vont se retrouver dans l'autre côté qui veut redresser le pays. Mais c'est l'absence de l'autorité de l'État qui a fait que beaucoup se sont retrouvés là-bas. Tu es là, si tu dénonces, personne n'est là pour te couvrir, personne n'est là pour te protéger. Tu es obligé de subir, tu es obligé d'accepter et même d'être plus performant que le djihadiste qui est venu. Donc il y a des approches qu'il faut mettre en place qui, pour moi, sont plus nécessaires que de mettre des gens avec des 4x4 sur le terrain là, partout, en train de faire des poussières sur les gens, faire croire qu'ils sont là pour amener la paix, ceci, cela. Personne ne peut. Hein. Personne ne peut. Les gens qui sont en brousse là-bas, là, ceux qui se promènent, c'est dans les villes seulement, ils ne vont pas en brousse. Donc, ceux qui savent ce qui est en brousse là, c'est eux qui peuvent réellement donner la vraie démarche à entreprendre pour atteindre les objectifs de la reconstruction de la zone, de la cohésion sociale et de la paix. D'accord. Et parmi les vrais acteurs, certains estiment qu'il y a Tabital Poulakou et Djina Dogon. Est-ce que ces deux groupes sont suffisamment impliqués, selon vous, dans la résolution de la situation au centre du Mali? Oui, bien sûr, Tabital Poulakou et Djina Dogon sont tellement impliqués dans la gestion de ces... Je te donne pour preuve. Parce qu'en réalité, quand tu prends Koro Bankas, le premier conflit, c'est le conflit de Sari à l'origine, en 2012. C'est ça le premier conflit. À ce moment, il n'y a pas de djihadistes, il n'y avait rien. C'est au moment où on agressait le chef de l'État ici, une partie de Sari a attaqué les peuples et les a chassés. Il y a plusieurs morts. Ils sont encore jusqu'à présent au Burkina. Tel pour là que immédiatement avec Djina Dogon, on a levé une mission
aller jusque là-bas sur le terrain, et aller jusqu'au Burkina, déposer des rapports, mais aucune exploitation. Ça, c'est en 2012. C'est mai, je crois, le mois de mai 2012. Donc, depuis, Deptel Poulakou et Guinan Dogon sont dans toutes les rencontres, dans les différents comités, avec Irganda. Ensuite, d'ailleurs, on a fait même une commission tripartite qui gère ces questions-là. On est vraiment dans la gestion de ces problèmes de conflit. Mais est-ce que les deux groupes sont écoutés par les autorités? Comment? Est-ce qu'ils sont écoutés par les autorités? Est-ce que vos propositions sont prises en compte par les autorités maliennes? Bon, là, c'est par les autorités. Je ne peux pas l'affirmer en tant que tel, hein, honnêtement, parce que je n'ai pas constaté, ça c'est de mon point de vue, je n'ai pas constaté des réactions. Bon, bien sûr, peut-être maintenant avec le Premier ministre qui a pris ça à bras le corps. Oui, maintenant oui. Mais avant, vraiment, c'était des rapports qu'on déposait. Fréquemment, on les faisait. Et à tous les forums aussi, on donne notre position. Par exemple, comme je disais, en janvier 2016, on a déposé notre rapport en disant Mopti n'a pas besoin d'aider, il n'y a pas de rebelles, il faut le PRE, les projets de développement. Ça n'a pas été écouté. À la conférence d'entente nationale aussi, on a contribué, on a donné notre avis, on a demandé à l'époque de lever les marcasses. Je ne sais pas si vous connaissez ce que ça veut dire, les marcasses. Expliquez, aux auditeurs aussi vont comprendre. Hein? Expliquez pour que les auditeurs également puissent comprendre. Les marcasses, vous savez ce qu'on appelle communément djihadistes dans le delta. Ils ne le sont pas. Parce que djihadisme, ça veut dire que c'est un courant religieux que tu veux véhiculer avec des objectifs. Non. C'est des transhumants, comme je disais à l'Osto, qui ont appris le métier des armes, qui ont occupé le delta. Et ils ont des jackpoints dans l'ensemble du delta. Ils ont fait l'embargo sur toutes les rivières. Ils ont beaucoup d'actions. À la conférence d'entente nationale, on a déposé un rapport, Deptel Poulakou, pour demander, il faut que l'État prenne en charge ces aspects et sorte, détruise ces marquages-là. Or, les détruire, ce n'est pas très compliqué. Mais, puisqu'à la conférence d'entente nationale, il y a 3 groupes de travail et chaque groupe est dirigé par les mouvements armés. Donc, vous constaterez que la conférence d'entente nationale va dans un sens. Hein. Donc, c'était de négocier avec les rebelles. Alors qu'au Delta, il suffit de peu pour sortir, il suffit de peu. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont chassé tous les chefs traditionnels. Ils ont chassé les Djoro et tous les centres islamiques. Or, c'est eux les vrais acteurs de ces terroirs-là. Les vrais acteurs, c'est eux-là, qui aujourd'hui sont pratiquement mis de côté. Or, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, en tout cas pour le Delta, il ne peut pas avoir de solution en dehors de ceci-là. Les chefferies traditionnelles, que ce soit administratif, que ce soit religieux. En dehors d'eux, là, on ne peut pas avoir. C'est-à-dire si aujourd'hui on veut aller dialoguer avec ceux qui sont armés là-bas, qui sont étrangers, il n'y aura pas de solution, ce n'est pas la solution. Il faut prendre en compte les chefferies traditionnelles, leur mettre en confiance. Et si on les met en confiance, l'État les met en confiance, ils pourront faire partie les autres là. Parce que qu'est-ce que je sais pas, je te donne un exemple à Mopti. Le 10 avril 2013, il y a eu janvier 2013 la bataille de Konna. À la bataille de Konna, l'opération Serval le 11 janvier, le 12, le 13, le 14, c'était la traversée des troupeaux à Saya, dans Saya. Tous les animaux du Haïré, de Sieno, de Gimbala, de la zone exondée passent par là. C'est entre Konna et Fatoma. Il y a le passage. Les bergers, c'était en janvier, ils faisaient frais, ils étaient en turban et tout. L'opération Serval a tapé.
on confond, tout le monde est dans tous les sens. Donc on confondait berger avec son turban et djihadiste. Donc c'est passé que 3 mois après, quand il devait avoir le dégât à Dialoubé, en avril, le 10 avril, le préfet est venu, comme d'habitude, le gendarme est venu, et ainsi de suite. Mais une petite rumeur pour dire que les djihadistes sont là. Chacun a... Ils sont tous partis. Hein? Ils sont tous partis. Ils sont tous partis. Le 10 avril 2013, samedi, à Dialoubé. Depuis ce jour, tu prends une pirogue à Mopti, tu traverses le fleuve, tu vas de l'autre côté du fleuve. De là-bas jusqu'à Mauritanie, il n'y a plus d'État. Il n'y a plus d'État. Et tout ce temps, les gens là sont là-bas, c'est eux qui font la loi. C'est eux qui gèrent, c'est eux qui jugent, c'est eux qui font tout. C'est eux qui font tout. Ils gèrent comme l'État. Jusqu'à présent, et c'est comme ça. Vous avez parlé d'autorité traditionnelle, de chefferie. Certains pensent qu'aujourd'hui, au centre, qu'ils ne sont plus légitimes, ces chefs traditionnels. Que les chefs coutumiers et traditionnels, eux-mêmes, ne sont plus légitimes. Qu'ils ne sont plus écoutés. Non, vous savez les zones sont différentes. Ils sont plus légitimes. Ceux-là, comme il l'a dit, c'est les grands cadres qui sont issus, qui sont là, qui défendent. Et qui ont même créé des conditions. Je te donne un exemple. Pour détruire, je donne le delta. Il y a une politique de l'État pour détruire le delta, par exemple. Tu prends les lois qui ont été votées entre 1992 à 2012, c'est carrément la destruction. Tu prends la loi 96-050 sur les domaines communaux, la constitution, la gestion, les modalités d'organisation des domaines communaux. Il y a le domaine agricole, il y a le domaine pastoral, il y a le domaine forestier, il y a ainsi de suite. Mais le domaine pastoral, il est très clair dans la loi que le domaine pastoral est un domaine agricole par défaut. Il faut qu'un champ fasse 10 ans de jachère pour qu'il devienne un domaine pastoral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les sociétés pastorales du Mali sont exclues. Ça, c'est l'Assemblée nationale qui a voté ça en 1996. Tu prends la charte pastorale, dont on est fier. L'article 2 de la charte pastorale exclut toutes les questions de développement de l'élevage de la charte pastorale. C'est exclu. Transformation, production, commercialisation, santé animale, tout ça là, c'est exclu du domaine pastoral, du domaine de la charte pastorale. Qu'est-ce qui reste? Les pistes et les sanctions. Exactement comme le permis de transhumance de terrassement fougère en 1919. Donc tout ça là, c'est les cadres qui ont conçu, c'est les cadres qui sont là. Ensuite, tu prends la loi d'orientation agricole, agriculture grand A. Ça veut dire quoi? Agriculture grand A, ça veut dire qu'il y a agriculture petit A, élevage, pêche, tout le reste là. C'est dans A, grand A. C'est quoi? C'est la notion de ferme agricole. Le Mali, l'objectif de développement du Mali, c'est ça, aujourd'hui. Les fermes agricoles, là, c'est qui? C'est les périurbains ici. C'est pas le terrain. Donc, tu vas plus loin. On est en train d'exclure le pays profond. Même la politique de l'État. D'accord. Et aujourd'hui, vous estimez qu'il y a certains hommes politiques qui instrumentalisent la situation au centre du Mali. Certains Maliens pensent également qu'il y a des responsables Peul et des responsables Dogon à Bamako également qui enveniment la situation. Pourquoi, si c'est le cas, vous ne les dénoncez pas? Merci. Vous savez, beaucoup ont été dénoncés. Et à des moments, on les a dénoncés aux plus hautes autorités. Et jusqu'à maintenant, nous continuons à les dénoncer. Au moment où certains groupes armés se retrouvent pour dire que désormais, on fait un cessez-le-feu, on va voir comment on peut faire des patrouilles mixtes, comment on va travailler avec les FAMA, comment faire revenir les populations déplacées.
certains hauts cadres de ce pays sont en train de créer des nouvelles milices. Actuellement, il y a des milices en création du côté d'Ogon et des milices en création du côté Peul, qui sont dirigées par des premiers collaborateurs des hautes autorités, qui sont connus, qui circulent avec eux. Ça veut dire quoi? Moi, je suis venu du terrain, j'ai quitté Koro hier. Je suis arrivé hier dans la nuit. Mais sur le terrain, il y a une mission de bons offices et tout ça là qui est en train de faire le tour. Et parmi eux, il y a des gens qui sont en train d'implanter d'autres milices. Des missionnaires qui ont pris l'argent de l'État, qui sont en mission pour dire qu'il faut aller vers la paix. En même temps, après les rencontres avec les gens, se retirent avec d'autres personnes pour constituer des milices. Ils ont des cartes qu'ils sont en train de donner là-bas. Vous pensez que ça peut venir, la paix comme ça? Et ces gens-là, on les a dénoncés. On ne prend aucune disposition pour empêcher que ces nouvelles milices-là ne soient pas créées. Vraiment, si l'État même ne prend pas ses responsabilités, ce ne serait pas facile. Donc, du côté Tabital Poulakou, du côté Guinadogon, les gens ne sont pas francs. Ils se parlent, ils dialoguent, beaucoup de choses, beaucoup de réunions, mais chacun est sur son ventre, comme on aime le dire dans nos jargons traditionnels. D'autres sont effectivement là de façon très naïve, en train de travailler pour la paix. D'autres, de façon très intelligente, font croire que c'est eux les meilleurs acteurs pour que la paix revienne, mais c'est pour avoir des opportunités d'être beaucoup plus proches sur le terrain et entreprendre d'autres activités pour détruire ce qui est en train d'être fait. Donc il y a trop de faux médiateurs. Il y a trop de faux personnes des fausses personnes sur le terrain qui font des doubles jeux. C'est pourquoi j'ai dit laisser les vrais acteurs là. Parce que ceux qui sont en brousse là, ils se connaissent entre eux. Quand eux, ils vont se comprendre là, maintenant on va vers les sociétés, les traditions. Toujours sur le terrain, les Bamako là, laissez-les ici. Ils n'ont qu'à s'occuper de leur Bamako, ils n'ont qu'à s'occuper de leur famille ici. Les gens qui sont sur le terroir là, c'est eux les vrais victimes, les vrais perdants et les vrais bénéficiaires sont à Bamako. Parce que les milliards qu'on met dans la recherche de paix sont consommés par des cadres d'ici. Ceux qui sont sur le terrain n'en perçoivent rien. Donc, vraiment, pour moi, il faut que les gens soient clairs, soient sincères. La sincérité, là, c'est le socle même de l'avancement de cette chose. Les gens font trop de double jeu. Vous avez fait une déclaration sur ce même plateau en disant qu'il faut désarmer les cœurs avant de désarmer les bras. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nous en sommes au désarmement des cœurs? Justement. Et là aussi, quand les milices acceptent de se retrouver, ce sont eux qui s'affrontent. C'est leur sang qui sont versés. C'est eux qui se connaissent entre eux. C'est à eux d'abord d'accepter, de s'accepter entre eux. Si cela est fait, les autres populations-là ne sont que des victimes collatérales de ces détenteurs de fusils. Et souvent, les villages sont brûlés, les gens sont morts en grand nombre là. Ce n'est pas par gaieté de cœur, mais c'est parce qu'il y a des gens armés qui sont en train de s'entre-tirer. Les balles ne choisissent pas. Donc ça peut atteindre tout le monde dans les villages. Puisque s'il y a des gens armés qui, à partir d'un village, tirent dehors, ceux qui sont dehors, ils tirent à l'intérieur du village, donc ça peut atteindre tout le monde. Donc ça peut amener beaucoup de problèmes. Et si ces gens se disent que bon voilà, vraiment on en a assez, on se retrouve pour faire la paix, il faut encourager ça d'abord. La priorité là, c'est ça d'abord, que eux ils acceptent de donner volontairement leurs armes, de venir se retrouver, de dire bon vraiment on a fauté,
on était sur de mauvaises pistes. C'est nous qui étions là depuis longtemps. Retrouvons-nous et combattons ensemble l'ennemi que nous connaissons. En ce moment, les populations vont venir en appui pour aller vers la paix au niveau du terroir, c'est-à-dire la réconciliation. Les gens vont demander pardon, tout. Et tant que les gens se sentent menacés, personne ne va laisser son arme. Et tant que les gens ne sont pas rassurés par l'État, personne ne va ouvrir son cœur. Mais dès lors que la volonté de l'État est là d'accompagner d'abord ces groupes armés, de les faire regrouper, qu'entre eux ils se parlent, qu'ils acceptent de déposer les armes, qu'ils acceptent d'être encadrés par l'armée malienne, en ce moment, on peut parler de réinsertion, de recrutement dans tout ce qu'il faut, de façon très civilisée. Mais souvent, vous allez entendre qu'on va les désarmer, bon gré, mal gré. Le Nord est là depuis combien d'années? Ils ont désarmé. S'ils veulent venir désarmer ici, ils vont créer d'autres tensions et les gens qui sont prêts à revenir vont rentrer dans les maquis, ils vont rentrer dans la brousse et il n'y aura que des victimes. Tandis qu'on peut récupérer déjà. Donc, je pense qu'il faut aller vers ce processus de prendre en compte d'abord les gens qui sont armés là. Qu'est-ce qui les a poussés à être armés? Si entre eux aussi, ils veulent se retrouver, il faut encourager ce retour entre eux. Et qu'entre eux, ils se retrouvent, qu'ils s'acceptent, qu'ils donnent les armes vraiment à l'État. Voilà, nous, on n'en a plus besoin. Cherchez-nous une autre occupation pour que nous, on puisse survivre tranquillement avec nos familles. D'accord. Cissé, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui nous sommes sur le chemin de la réconciliation, de la fin de cette situation au centre et même au nord du Mali? Oh, je pense qu'on a, en tout cas, ces derniers moments, il y a une voie qui semble plausible. Je pense que c'est quand l'État va rapprocher. Comme je te dis, tu prends le Delta depuis 2013, il n'y a plus d'État. Hein? Vous dites qu'il n'y a plus d'État. Il n'y a plus d'État. Et puis c'est les gens, ceux qui gèrent là-bas, ceux qui font tout, ceux qui jugent, ceux qui désattribuent les bourgoutières, c'est cela. Mais personne ne se sent en sécurité. Or, la présence de l'État suffisait pour que les mécanismes qui sont... Vous savez, dans le Delta, par exemple, les mécanismes sont là depuis le 15e siècle. Depuis le 15e siècle. Donc, c'est automatique, c'est-à-dire les procédures sont là, tout est réglé. Mais si l'État n'est pas là, les gens qui sont venus armés là vont faire la loi et ils font la loi. Mais puisque aujourd'hui le gouvernement a pris en bras le corps, en tout cas cette question du centre, ils sont déjà dans la zone exondée. Donc il faut mettre en compte la zone inondée, mais dont les problèmes sont plus complexes. Mais déjà, la présence de l'État, c'est déjà important. D'accord. Êtes-vous optimiste comme Cissé par rapport Moi, je suis très optimiste parce que je vois que ça évolue. Et je salue vraiment l'approche du Premier ministre, sauf qu'il faut qu'il les recadre un peu, qu'il se consacre beaucoup aux responsables de ces différentes milices pour que vraiment ils se retrouvent et qu'ils aient confiance aux FAMA et que les FAMA aient confiance à ces milices qui sont prêtes à accepter de donner leurs armes. Et je vois bien que la semaine prochaine, le Premier ministre veut faire le tour de la zone inondée aussi. Donc ça serait vraiment de bonnes initiatives qu'il faut mettre ensemble pour qu'on sorte de cette crise le plus vite que possible. D'accord. Merci beaucoup Boubacar Cissé de Tabital Poulakou et Marcelin Guenguéré de Djina Dogon. S'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Ce débat est un des programmes mis en place par Studio Tamani pour contribuer au retour de la paix et de la réconciliation partout au Mali. Et c'est un partenariat avec le programme d'engagement civique PEC. À la régie vidéo et audio, Mamadou Ouattara et Mamadi Keïta. Je suis
Mohamedou Touré. À demain pour un prochain grand dialogue de Studio Tamani. Merci à tous et vous nous suivez sur 75 radios à travers le Mali et également sur Énergie TV, Renouveau TV, Belegdougou TV et en direct sur Facebook. Merci à tous. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.